Quel est le meilleur écrivain français vivant? En dehors de Beigbeder? C'est le principal, bien sûr. Moi, je dirais Houellebecq Moi. et Modiano. Ouais. Moi, j'ai Houellebecq et Beigbeder. Oh, le Ex aequo. faillot. Oh, Michel j'adore. Arthur Esbag, bonsoir. Denis Oliven, bonsoir également. Bienvenue à tous les deux chez La Pérouse. Arthur, vous êtes animateur, producteur, stand-upper et désormais auteur de ce livre « J'ai perdu un bédouin dans Paris » chez Grasset. Denis Oliven, vous êtes normalien, vous avez fait Sciences Po, l'ENA, et vous avez présidé pas mal d'entreprises, la FNAC, le Nouvel Observateur, Libération, j'en oublie là. Oui, mais très bien, oublié. Et maintenant, vous êtes le PDG d'Editis, un grand groupe d'édition français. Si je vous ai invités tous les deux ensemble, c'est parce que ça fait longtemps que je voulais confronter un ashkénaze et un séfarade pour faire vraiment le point sur tous les horizons de la judéité contemporaine. Alors prévenez-moi quand je dirai des choses antisémites, parce que je suis goy, donc je peux être un peu maladroit, donc prévenez-moi, je vous en supplie. Normalement, le cliché... Vous connaissez la formule amusante de je ne sais plus qui avait dit « C'est quoi qu'un antisémite? C'est quelqu'un qui déteste excessivement les juifs. » Donc si vous les détestez aimablement... Normalement, voilà, ça va. Non, le cliché sur les ashkénazes, c'est que ils sont angoissés, ils sont pessimistes, ils sont un peu paranoïaques. Or, ce soir, c'est le séfarade qui est paranoïaque. Son livre, J'ai perdu un bédouin dans Paris, raconte une colère, une révolte face à ce que, Arthur, vous avez considéré comme une certaine indifférence au minimum. C'est pas de la parano. C'est de l'angoisse, c'est de l'inquiétude, mais c'est pas de la parano. Quand je parle d'antisémitisme, il y a des faits concrets, il y a des chiffres, il y a des... Oui, non, mais parlons-en. Vous avez, en fait, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture du livre? C'est juste après le 7 octobre? C'est le silence qui a suivi le 7 octobre. C'est-à-dire ce massacre qui est le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, ou qui est passé comme une lettre à la poste. Personne n'en a parlé. Si, pendant 24 heures. Personne n'en a parlé. Il y a eu énormément. Non, très peu de gens, et ça a duré 24 heures, et l'empathie a vite changé de camp. Et mais d'ailleurs, en ce moment, on vit la même chose avec l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a une révolution en Iran, personne n'en parle, quoi. Dans les médias, il y a une espèce de silence terrible. Et donc, j'ai une espèce de colère, peut-être un peu injuste, sur le moment, en me disant, mais que se passe-t-il? Tous ceux pour qui on allait marcher dans la rue, tous ceux pour qui on a défilé, pour tous ceux pour qui on s'est battu, j'aurais aimé qu'ils aient, voilà, ce geste, qu'ils nous prennent dans nos bras après ce malheur. Je ne dis pas qu'on n'en a pas parlé, bien entendu qu'on en a parlé, mais un événement épouvantable qui a été, mais qui a été très vite balayé, quoi. C'est en fait la réaction du gouvernement israélien qui a été critiquée plus que le. Oui, mais la réaction du gouvernement israélien a eu lieu 3 semaines après le 7 octobre. Et pourtant, déjà, le 8 octobre, il y avait une montée de l'antisémitisme mondial. Le 7 octobre, il y avait un massacre en Israël. Le 8 octobre, on renforçait la sécurité devant les synagogues. Oui, et vous-même, vous êtes sous protection rapprochée depuis le lendemain du 7 octobre, depuis le 8... Quelques jours après, depuis que j'ai ouvert ma bouche. Et alors, qu'est-ce qu'on vous reproche? C'est justement d'avoir pris la parole en demandant à vos camarades artistes du cinéma, de la télévision... de s'exprimer davantage. Vous aviez l'impression qu'il y avait un silence de la profession. À ce moment-là, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un silence assourdissant. Et suite à ça, j'ai pris un saut d'antisémitisme, un tsunami auquel je pense que personne n'est préparé, de menaces, de choses, parce qu'en fait, j'ai juste pris la parole, parce que si vous reprenez historiquement tout ce que j'ai dit depuis 2 ans, je n'ai pris aucune position. Si vous avez lu mon livre, vous voyez que je n'ai aucune affection particulière, au contraire, pour Netanyahou, et que j'ai plutôt beaucoup d'empathie pour le peuple palestinien. Mais ouvrir sa bouche aujourd'hui, ça devient très compliqué dans un certain milieu qui est celui des réseaux sociaux. Voilà, dans ma vie de tous les jours, les gens m'insultent pas dans la rue. Hein. Oui. Alors, Denis, vous êtes dans ce livre nettement plus
optimiste puisqu'il y a cette phrase « La France est le pays le plus philosémite du monde ». Je suis pas certain qu'Arthur soit tout à fait d'accord. Non, mais parce que d'abord, je pense qu'on n'a pas le même horizon de temps, Arthur et moi. Moi, je passe du passé et lui, il parle du présent. Donc déjà, ça change un peu le scope. Ensuite, ce livre est né parce que, d'ailleurs, Arthur, pas plus que moi, jusqu'à présent, je n'avais jamais fait état du fait que je venais d'une famille juive. D'abord parce que ce judaïsme était assez lointain dans ma famille. Selon une formule que j'ai retracée, le judaïsme chez nous ne se demandait pas, ne se refusait pas, ne se portait pas. Donc c'est pas on avait rompu avec le judaïsme, mais c'était une dimension parmi d'autres de mon identité. Mais j'observe d'ailleurs qu'Arthur aussi. C'est exactement ce que dit Arthur. En fait, en gros, ce qui vous agace tous les deux, c'est que à cause du malheur au Moyen-Orient, on vous ramène à une religion. Oui, alors moi, ce qui m'a frappé, ce qui a frappé Arthur, et très légitimement, c'est la montée de l'antisémitisme. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ignorance complète, enfin très grande, de la paire dans laquelle sont les Français, y compris juifs d'ailleurs, sur l'incroyable histoire qui réunit la France et les Juifs. Incroyable par son ancienneté. Il y a des Juifs sur le sol de France depuis le 1er siècle de notre ère et continuellement, depuis 2000 ans. Il y a des Juifs en France depuis 2000 ans continuellement. Et d'autre part, par l'incroyable union, harmonie, noces. C'est pour ça que je dis le pays le plus philosémite du monde. Il n'y a aucun pays au monde dans lequel se sont nouées des relations de cette nature, d'accueil des Juifs par une nation, et dans le sens inverse, d'assimilation. L'Amérique quand même. L'Amérique, alors c'est vrai, l'Amérique je connais moins bien, mais l'Amérique d'abord c'est plus tardif, et ensuite c'est sur un modèle multiculturel. Mais en 1936, je vous donne 3 exemples pour que vous ayez ça en tête. En 1791, les Juifs ont été émancipés en France, ils sont devenus des citoyens de plein exercice, bien des décennies avant la plupart des autres pays. En 1848, il y a eu des ministres juifs dans le gouvernement de la République française. 1848, pas aux États-Unis. En 1936, il y a eu un premier ministre, un président du Conseil juif, Blum, pas aux États-Unis. Donc les États-Unis. Juste avant, il y a l'affaire Dreyfus. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche. J'allais le dire. Oui, mais l'affaire Dreyfus, mais je veux pas monopoliser le sujet. L'affaire Dreyfus, vous pouvez le voir de 2 manières. D'un côté, c'est la montée de l'antisémitisme, et très forte d'ailleurs. Mais de l'autre, il y a une affaire. Dans quel pays du monde se sont dressés des non-juifs, Péguy, Zola, Jaurès, et ont finalement triomphé, parce que Dreyfus a été innocenté, triomphé d'un appareil d'État, l'armée, le gouvernement. Et c'est le parti Dreyfusard qui a pris le pouvoir ensuite. C'est tellement vrai que l'affaire Dreyfus a déclenché l'émigration de Juifs qui venaient de Russie, de Pologne ou d'ailleurs vers la France, parce que c'est un pays dans lequel, d'abord, il y avait des capitaines juifs, c'était pas si fréquent, et 2, dans lequel accusés injustement, on pouvait les innocenter. Et donc c'est ça que j'ai voulu raconter, et sur lequel d'ailleurs, c'est cette histoire sur laquelle crachent ceux qui, aujourd'hui, sont ceux que dénonce, que tu dénonces à juste raison, c'est-à-dire les avocats de l'antisémitisme nouveau. Parce qu'il y a, pour revenir à ce que tu disais et compléter ce que tu dis, il y a un truc qui est fou, c'est que il y a un conflit qui est à 4500 km de là, et à cause de ce conflit, on nous ramène à notre judéité, et en plus de ça, on en souffre presque physiquement, puisque moi je suis menacé, des gens sont agressés, des gamines sont violées. Il y a plein de conflits dans le monde, j'ai pas entendu parler d'un Ukrainien à Paris qui soit fait casser la gueule, ou d'un Russe qui soit fait casser la gueule. Tu vois, il y a plein de conflits, mais ce conflit-là, déclenche quelque chose qui, à chaque fois qu'il y a un attentat ou un malheur concernant les Juifs dans le monde, la première chose qu'on fait, on protège les Juifs. Arthur a parfaitement raison de le dire, et ça n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a eu 11 Juifs assassinés en France depuis l'épouvantable torture d'Halimi, depuis une quinzaine d'années, disons. Ça n'avait pas existé jusqu'alors, et ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Alors comment est-ce que c'est compatible avec ce que je dis moi? Mais je vais le dire, parce que vous pouvez le lire. J'ai entouré le paragraphe où vous justifiez votre pensée, mon cher. Qu'est-ce que j'écris? Voilà une émission qui est préparée. C'est la raison pour laquelle ce dictionnaire s'arrête en 1945, ou plus exactement au personnage né dans les années 30. Après, c'est une autre histoire. Peut-être cet ouvrage sera-t-il un tombeau pour un franco-judaïsme défunt. Si le sentiment m'incline à l'exclure, la raison me le fait craindre. Au moins aurais-je chanté son requiem, ou plutôt son kaddish,
riche, nous nous sommes tant aimés. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec Arthur? Oui et non, parce que je pense, oui, bien sûr, ça a changé le franco-judaïsme tel que j'en fais le récit et dont nous sommes, Arthur et moi, les enfants. On est, nous, absolument les enfants de ce franco-judaïsme. Il a changé, mais pas seulement à cause des Juifs ou du Proche-Orient. Il a changé parce que la société française exalte les différences. Le monde du franco-judaïsme dont nous sommes les enfants, c'est le monde du droit à l'indifférence. Vous êtes juif, c'est votre affaire privée. Dans la sphère publique, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes d'abord français. Vous êtes français, et vous êtes avant tout et simplement français, comme dit Marc Bloch. Mais depuis lors, la société a changé. Elle exalte les différences, la marche des fiertés homosexuelles, le culte des minorités, les juifs comme les autres. Donc c'est ça qui change. Donc on voit, par exemple, quelque chose que ni Arthur ni moi ne connaissions quand on était jeunes, des jeunes gens et des kippas dans la rue. Ça n'existait pas. Bon, et c'est vrai de toutes les religions. Alors ça a changé. Mais vous croyez pas que c'est aussi quand même ce conflit en Israël? Bien sûr, il y a un autre sujet, c'est que 80% de la population française n'est pas concernée par cet antisémitisme. Je veux dire, les Français ne sont pas antisémites. Et si les enquêtes d'opinion montrent que le sentiment, le préjugé antisémite, en revanche, il y a un petit secteur de l'opinion extrêmement localisé, très voyant, très visible, très vocal, comme on dit en anglais, capable de passage à l'acte extrêmement violent. Et c'est celui-là qui pose un problème. Mais je pense qu'il faut absolument insister là-dessus quand on parle de la montée de l'antisémitisme. Ce qu'a décrit Arthur, les gens sur les réseaux sociaux qui l'emmerdent, les agressions dans la rue, les 2 gars de Sydney en Australie, c'est un petit secteur de l'opinion. Donc il faut le combattre, comme on l'a fait au moment de l'affaire Dreyfus, mais ça n'est pas la France. Alors, d'abord, la France a un devoir d'exemple parce que c'est la première communauté juive d'Europe. Il y a 450 000 juifs, on n'a pas les chiffres exacts. Mais le sondage qui dit, et qui est sorti, qui nous a tous choqués, que près de 20% des Français soutiennent les actions du Hamas, ça reste une minorité, mais ça fait 14 millions de personnes. Ça, c'est angoissant pour moi. C'est ce slogan « Globalize Intifada ». Voilà, from the river to the sea, tous ces à l'origine de l'attentat de Sydney. Il y avait des pancartes oui, mais ensuite. Je suis d'accord, mais c'est qui ces 20%? Parce que quand tu discutes avec eux, je veux dire, moi, quand j'avais 17 ans, je pensais que les Américains commettaient un génocide du Vietnam. Donc il y a une part d'ignorance. Et puis il y a un foyer très très dur. Il y a des gens, et je les connais, j'en ai rencontré, des copains de mes enfants, qui sont, comment dirais-je, submergés par l'émotion, à certains égards très légitimes, des drames qui se passent au Proche-Orient, d'une guerre qui est très très dure à voir. Donc ceux-là, ils ont un mouvement d'émotion et de solidarité. Quand tu dis solidarité avec le Hamas, je crois pas que c'est ça qu'ils veulent dire. Pour une partie d'entre eux, c'est solidaire avec les victimes de cette guerre. Et puis, il y a un noyau incandescent de gens. Ceux-là sont coupables. Ils savent. Ils sont pas ignorants. Ils sont pas mus par l'émotion. Ils ont un projet politique. Ils sont antisémites. Ils détestent les Juifs et ils ont décidé de s'en occuper. Et c'est cela, le problème. Oui. Passionnément antisémite. Passionnément antisémite. Passionnément antisémite. Si je peux poser la question autrement, Arthur, il dit dans son livre qu'il a senti un changement d'attitude après le 7 octobre. Il a été obligé de prendre des gardes du corps. Il a reçu des menaces de mort, etc. Vous, Denis Oliven, on se tutoie, on se vous voit, je sais pas. Est-ce que vous avez senti un changement d'attitude après le 7 octobre? Mais d'abord, j'ai pas du tout la popularité d'Arthur. Moi, je suis inconnu au bataillon. Deuxièmement, je me suis pas prononcé publiquement, sauf tardivement, sur la guerre à Gaza avec Finkielkraut et Horviller pour dénoncer la disproportion de cette guerre. Je ne porte pas un nom juif parce que mon père, qui venait d'Allemagne, qui a été sauvé par la France, sauvé par des Français, s'il n'y avait pas eu des Français pour sauver mon père, un médecin catholique qui l'a caché, je serais pas là pour vous parler. Donc mon père a souhaité enlever la partie allemande de son nom pour avoir un nom bien français. C'était Olivenstein. Voilà. Donc moi je suis pas reconnaissable. Donc je peux pas, j'ai pas du tout la notoriété ni la notoriété comme juif d'Arthur. Non seulement j'ai pas senti ça, mais moi j'ai senti l'inverse. J'ai senti des copains chrétiens, cathos. Et d'ailleurs je l'ai vu aussi à l'occasion du livre. Je sais pas si toi, Arthur. Moi j'ai eu ce mouvement de balancier depuis la sortie du livre. Des gens m'arrêtent dans la rue pour me dire, d'abord je n'avais pas mesuré l'état d'apnée et de sidération dans lequel la communauté juive était,
Et je n'avais pas mesuré aussi cette montée de l'antisémitisme que vous décrivez. Donc ça a été... J'ai reçu, moi, des mails où j'ai rencontré, par exemple, à la foire de Brive, il n'y a pas un juif à Brive depuis de nombreuses décennies, et donc j'ai signé des livres avec des gens qui sont chrétiens ou d'origine chrétienne, et dont l'empathie, qui vraiment s'inscrivait dans cette tradition française, et qui disait, mais nous, on réprouve absolument... On n'est pas d'accord. Brive, c'est dans le sud-ouest, ça compte pas, c'est là qu'il y a les gens bien, évidemment. Il y a pas que les juifs qui cultivent leur particularisme, je vois. Et aujourd'hui, l'antisémitisme, il n'est pas dans la rue, il est dans les manifs, mais il est surtout dans les algorithmes des réseaux sociaux. Et il y a un sondage, moi, qui m'a perturbé, c'est quand il y a eu l'élection de Mamdani aux États-Unis, 85% des jeunes votaient pour lui. Et sur ces 85%, 90% ne lisaient pas les journaux ou ne s'informaient pas autrement que sur les réseaux sociaux. Quand on sait que sur les réseaux sociaux, il y a plus d'un tiers de fake news, on s'aperçoit qu'il y a toute une génération qui est livrée à une émotion de l'algorithme. Par exemple, et c'est légitime, vous voyez une image d'un enfant palestinien sous les décombres, ça vous bouleverse, vous restez 5 secondes de plus sur l'image, l'algorithme va nourrir d'images et donc on est passé à une espèce de... L'émotion prend le dessus sur la raison, et on ne peut pas lutter contre ça. Mais c'est comme ça d'ailleurs que c'est ce levier qu'utilisent ceux dont l'antisémitisme est manipulateur, enfin ceux qui sont passionnément antisémites et qui ont un projet politique. C'est l'équation suivante. Tout juif est comptable de ce qui se passe en Israël. Exactement. Tout Israël est comptable de son gouvernement, alors que la moitié d'Israël est dans la rue contre le gouvernement. Il manifeste contre Netanyahou. Et tout ce gouvernement est à l'image des deux fascistes racistes, ou les trois, qui sont en son sein, Ben-Zvir et son génocidaire. Et donc, l'équation, c'est tout juif est génocidaire. Et à partir de là, on est dans une situation qui est très dangereuse, dans laquelle l'antisémitisme est un antisémitisme vertueux, moral. Parce que si je vire des enfants qui chantent hébreu dans un avion, si j'interdis à une universitaire comme Eva Illouz, qui est pourtant violemment anti-Netanyahou, de participer à un colloque, si j'interdis à un chef d'orchestre qui s'est prononcé contre la guerre à Gaza de diriger un orchestre, je suis dans le camp du bien, puisque ce sont des génocidaires. Donc le vieil antisémitisme, le peuple déicide, l'antisémitisme chrétien, ou le juif roi de l'argent, l'antisémitisme socialiste du 19e, pire encore l'antisémitisme hitlérien, le juif, peuple, race inférieure, a disparu, et est arrivé un nouvel antisémitisme, le juif, peuple génocidaire. Arthur, avant le 7 octobre, vous aviez déjà noté un changement ou pas à partir, je sais pas, je pense par exemple à Dieudonné qui avait commencé dès les années 2000. Oui, Dieudonné, moi j'avais eu quelques petits soucis à une époque parce que Dieudonné, dans un de ses délires, avait dit que je finançais l'armée israélienne. Tout ça, ce que j'avais dû acheter 2 F-35 et ce qui est une débilité profonde. Et suite à ça, j'avais eu, quand j'avais démarré dans le One Man Show, beaucoup de manifestations pro-palestiniennes devant mes théâtres. Voyez. Mais ça s'était calmé. Mais c'est vrai que moi, l'antisémitisme que je le ressens toujours quand il y a eu l'intifada, dans des périodes de pic, on va dire, de communication autour d'Israël, je le ressens et je le vis. Alors là, en ce moment, il est maximum. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'est l'antisémitisme, allez voir les commentaires de cette interview. Ah oui, ça. Mais là, vous allez. Je m'attends au pire. On va se régaler. Non, mais l'antisémitisme dont vous parlez, cette espèce d'antisémitisme d'extrême gauche, disons-le, pro-palestinien, décolonial et d'extrême gauche. Il est, pour vous, c'est une forme d'opportunisme, c'est un électoralisme, c'est d'aller chercher les voix d'une communauté. Comment on explique ça? Déjà, c'est important de dire, moi, l'antisémitisme d'extrême droite, je l'ai connu il y a 35 ans au début de ma carrière. C'était des gars qui découpaient des lettres et qui t'envoyaient un courrier anonyme, et c'était ceux qui étaient encore dans ce fantasme: les juifs contrôlent les banques, les juifs contrôlent les médias, les juifs sont partout. Mais là, on est vraiment, je pense, et je l'ai dit déjà, moi, il y a plus de 2 ans, on a basculé vers un antisémitisme d'extrême gauche, quoi. Ce qui est fou. C'est ce que dénoncent des gens comme Richard Malka, comme Raphaël Toven. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a une radiographie en 2024 très très intéressante sur l'antisémitisme en France. Il y a 65% des Français qui n'ont pas de préjugés antisémites. Pas. Il y a 25% des Français qui ont des préjugés antisémites. On pourrait discuter, parce que c'est quoi des préjugés antisémites? Moi, par exemple, le gars qui a sauvé mon père, est-ce qu'il avait des préjugés antisémites? Probablement.
Mais c'est comme le vieil homme et l'enfant. Mes grands-parents qui ont caché des juifs pendant la guerre et qui étaient ils avaient probablement des mondainement antisémites. Mais son humanité était bien plus forte que c'était un antisémitisme de préjugés général, théorique. Humainement, il était pas antisémite, il a protégé des enfants juifs. Donc il y a 25% qui ont des préjugés, mais qui, très important, réprouvent la violence contre les juifs et même s'en inquiètent. Dans cette population, il y a les électeurs d'extrême droite. Les électeurs d'extrême droite sont surreprésentés. Donc il reste un électorat d'extrême droite qui a cet antisémitisme de préjugés. Complot, judéo-maçonnique. Exactement, mais plus ou moins accusé. Oui. Et il y a une partie de la communauté arabo-musulmane, pas la majorité, une minorité, mais importante, 40%. Versus 25% pour la moyenne. Mais quand même, la majorité de la communauté arabo-musulmane s'est débarrassée de ces préjugés. Et puis, il y a les 10% dont je parlais, qui ont des préjugés et acceptent ou souhaitent la violence antisémite. C'est le cœur du sujet. Et là, c'est qui? C'est les électeurs d'extrême gauche. Massivement. Ouais. C'est des jeunes de moins de 24 ans, problème majeur d'éducation et à mon avis aussi d'émotions liées au Proche-Orient. Et c'est une partie, 16% versus 10% pour la moyenne de la communauté arabo-musulmane. Donc, l'antisémitisme d'action, l'antisémitisme violent, c'est peu de gens et c'est en effet, malheureusement, aujourd'hui, principalement l'extrême gauche. Et je pense que Mais c'est un calcul. C'est un calcul démagogique. Il y a deux choses. Il y a un calcul démagogique, probablement, mais il y a aussi une évolution idéologique de l'extrême gauche. C'est que la gauche est devenue elle-même, au moment de l'affaire Dreyfus, en rompant avec l'antisémitisme. Elle est devenue la principale avocate de la lutte contre l'antisémitisme. Et au cours des 20 ou 30 dernières années, progressivement, la gauche de la gauche s'est modifiée intellectuellement. Elle a substitué l'opprimé, racisé, comme ils disent, au prolétaire exploité. Et à travers cette évolution, elle en est venue à épouser une forme d'antisémitisme des militants du tiers-monde, notamment des militants palestiniens. C'est quand même un mot, c'est un dictionnaire amoureux des Juifs de France avec énormément d'entrées sur des figures importantes. Alors bien sûr Léon Blum, mais il y a des choses plus originales. C'est par exemple, je ne savais pas que Montaigne était juif. Vous m'avez appris ça. Il était à moitié juif. En fait, dans ce dictionnaire, il y a 114 entrées sur 2000 ans d'histoire dans lesquelles il y a des juifs. Blum, vous l'avez dit, Citroën, que sais-je. Sarah Bernard. Il y a des Français d'origine juive et qui se sont illustrés au service de la nation, Montaigne, Proust, Nostradamus, même s'ils étaient plus juifs, c'était leurs parents ou leurs grands-parents qui l'étaient. Et puis il y a des non-juifs, depuis Abélard jusqu'à Sartre, en passant par Péguy, Michelet, Pascal et d'autres, qui se sont illustrés tout au long du temps par une forme d'aménité, d'amitié, de fraternité à l'égard des Juifs, qui pour moi est l'expression du génie français. Il y a beaucoup de citations très truculentes, bien sûr, parce qu'il y a l'humour juif est le meilleur du monde. Et donc, vous parlez de Tristan Bernard. Tristan Bernard disait nous sommes le peuple élu mais en ballottage. Exactement. Je trouve ça excellent. Tristan Bernard fourmille de bons mots. Oui. Le questionnaire de Becbédé, très important. Alors vous répondez à tour de rôle brièvement, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais eu peur en écrivant votre livre qu'il ne serve à rien? Je me suis jamais posé la question. Il a servi à quelque chose, c'est que en tout cas moi, il n'y a pas eu de vertu thérapeutique, mais j'ai eu besoin de l'écrire. Donc il a déjà servi à ça. Et la peur que j'ai eue, c'est est-ce que les gens vont le lire ou pas, et qu'est-ce que les gens vont en penser. Parce que j'ai toujours le complexe, tu sais, de l'autodidacte. En plus, arrivé chez Grasset, c'était la panique générale, la couverture jaune. L'excellent écrivain. J'étais très anxieux de l'accueil de ce livre. Et finalement, vous êtes comblé. Incroyable. Ouais. Au-delà c'est-à-dire que j'ai eu une meilleure presse après un livre que après 30 ans de télévision. C'est fou. Ben voilà. Voilà, donc il est temps que j'arrête la télévision et que je continue à écrire des livres. Ça prouve, by the way, que c'est moi qui ai raison d'être optimiste. Ça veut dire que même quand on écrit ce qu'écrit Arthur, on peut être bien accueilli. On doit être bien accueilli en France. Non, mais ce qui est bizarre, c'est un ashkénaze optimiste. C'est un oxymoron, ça. Franchement. Il y a un truc qui va pas. Il va falloir faire un test d'ADN. Et vous, alors, est-ce que vous pensez que votre livre sert à quelque chose? En tout cas, j'avais la trouille bleue qui ne servait à rien parce que je l'ai vraiment écrit pour qu'il serve. Moi, c'est vraiment un livre qui est fait pour combattre l'ignorance dont je pense qu'elle est la mère de la méchanceté. Donc, j'espère qu'il est utile. Je ne l'ai fait que pour ça. Et il est passionnant. Moi, je l'ai pas terminé, mais il est passionnant. On apprend plein de trucs.
Un roman ou un livre doit-il réparer le monde? Ah, je pense que tout roman, que l'existence même d'un roman, quand c'est un grand roman, répare le monde, parce qu'il est votre meilleur ami, parce qu'il vous ouvre un horizon nouveau. On parle des grands romans de la littérature. Oui, mais ils peuvent être très très cruels, dire des choses épouvantables. Mais la cruauté, si elle vous... je sais pas, moi, prenons un livre terrible, Voyage au bout de la nuit. Pas terrible à cause de l'antisémitisme, mais terrible à cause de ce qu'il raconte, du drame de la guerre. D'abord, vous sortez transporté, réformé, modifié, et puis vous détestez la guerre. Donc c'est un livre cruel qui répare le monde. Non, je crois qu'un grand livre, ça pourrait même être la définition d'un grand livre. Un grand livre répare le monde. Et déjà, il commence par réparer son lecteur. Alors, je sais pas s'il doit réparer le monde, mais il peut réparer le monde. Ça, c'est certain. Et moi, il y a beaucoup de livres qui m'ont bouleversé, comme tu le dis, et qui m'ont fait changer ma vision du monde. Pour le reste, je suis d'accord avec Monsieur Oliven. Êtes-vous des ouin-ouin, l'un et l'autre? Ah non, certainement pas. Never complain, never explain. Et alors, c'est fou parce que c'est le truc antisémite de base. Ah bah moi, je savais qu'il y aurait un dérapage à un moment. Si tu verras, les Juifs, ils passent leur temps, ça pleurniche, ouin-ouin. Ah bah je pense qu'on va en avoir du ouin-ouin. Alors je peux te décrire ce que tu vas voir. Tu vas voir du ouin-ouin. Tu vas voir parce qu'ils ont les antisémites des réseaux sociaux, ils sont capés, hein. Donc tu as beaucoup d'émojis. Donc tu as emoji vomi. Tu vas avoir beaucoup d'émojis vomi et beaucoup d'émojis crottes. Oui, je sais ce que je dis. Et les mecs super intelligents vont dire Arthur le tripoteur, ça c'est le nouveau truc qu'a lancé Émeric Caron, et que je tripote les femmes. Et donc tu vois, je peux te faire une prédiction de ce que tu vas avoir. Quel est le meilleur écrivain français vivant? En dehors de Becbédé? C'est le principal, bien sûr. Moi, je dirais Houellebecq. Ah, comme moi. Et Modiano. Ouais. Moi, j'ai Houellebecq et Becbédé. Oh, le Fayot! J'adore! Merci infiniment. Donc, je conseille à tout le monde de lire le Dictionnaire amoureux des Juifs de France de Denis Oliven aux éditions Plomb. J'ai perdu un Bédouin dans Paris d'Arthur Esbag chez Grasset. Et je voudrais dire, pour finir, une phrase que j'ai trouvée dans votre livre, qui est un slogan sublime, après l'atrocité qui est arrivée à la rave Nova le 7 octobre. Il y a ce slogan « We will dance again ». Bonsoir.